Bonjour à tous les deux, Maurice Weiss et Hervé Magro. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Maurice Weiss, vous êtes historien des relations internationales, ancien professeur notamment à Sciences Po, et puis éditeur des documents diplomatiques français. Et puis Hervé Magro, vous êtes aussi historien, diplomate, en poste notamment à Istanbul et Jérusalem, et directeur des archives diplomatiques. Alors, ces archives secrètes du Quai d'Orsay racontent, révèlent en fait l'engagement de la France dans le monde entre 1945 et 2001, le 11 septembre 2001, bien sûr, des dizaines de grands événements, 40 exactement, qui ont fait l'histoire de l'Allemagne de l'après-guerre. 11 septembre 2001, à chaque fois expliqué, mis en perspective par une cinquantaine de personnalités, des diplomates, des politologues ou des historiens, avec des centaines de photos et aussi les transcriptions de certaines notes ou dépêches transmises à Paris par les ambassades aux quatre coins du monde. Alors, Maurice Weiss, l'idée de départ, c'était en fait de rendre public une partie de ces secrets diplomatiques, entre guillemets. Oui, c'est un travail que nous faisons de façon régulière, je dirais même quotidienne, c'est-à-dire publier des documents diplomatiques dans de gros volumes qui ne sont connus que des spécialistes. Mais là, la conjonction entre le souhait d'un éditeur et l'accueil fait par la direction des archives diplomatiques à cette idée a fait que on a eu cet extraordinaire volume qui est fait en effet d'un choix d'archives qui sont mis en perspective par des commentaires d'historiens, de diplomates, de journalistes et accompagnés par une iconographie extraordinaire. Par conséquent, l'idée qui a présidé à cela, c'est vraiment de mettre à la disposition d'un vaste public des trésors que nous voyons régulièrement, quotidiennement, mais qui ne sont pas connus du grand public. Alors j'ai oublié de dire évidemment que c'était publié par les éditions L'Iconoclaste, avec qui vous travaillez. Alors on peut dire que dans ce livre, évidemment, c'est un choix assez, je dirais, subjectif. C'est pas tout ce qui s'est passé depuis 1945, c'est certains événements. Par exemple, on peut dire globalement que 45-2001, c'est une époque charnière. Et c'est là que la France passe d'un statut de grande puissance à un statut de puissance moyenne, on peut dire ça? Moi, je dirais que c'est effectivement une époque charnière, mais surtout, c'est la suite d'une aventure que nous avions commencée avec l'Iconoclaste il y a quelques années, où nous avions collaboré sur un livre qui portait du début des archives diplomatiques en 1680 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et ces dernières années, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt du public pour les événements plus contemporains et effectivement de cette période où le monde a éclaté quelque part. Et je crois que ce livre, c'est aussi un témoignage de l'ouverture du monde, de l'ouverture de la diplomatie française. On passe d'un moment où c'est une diplomatie résumée à quelques États, à quelques grandes puissances, à une diplomatie multipolaire. Et on voit bien à travers les différents continents qui sont concernés que nous sommes présents partout, témoins de cette histoire. Alors Maurice Weiss, il faut le préciser, d'ailleurs la France a un réseau diplomatique exceptionnel. Je crois que c'est le 3e réseau mondial, voilà, longtemps le 2e d'ailleurs. Oui, après celui des États-Unis et celui de la Chine. Et évidemment, les diplomates qui sont un peu partout dans le monde envoient très régulièrement, quotidiennement, quelquefois plus que quotidiennement, des télégrammes, des dépêches. Et à vrai dire, quand nous avons eu à faire des choix, ça a été des choix cornélien, tellement il y avait d'autres documents que nous pouvions choisir et mettre en valeur. Alors on se pose parfois la question du rôle d'une ambassade, mais en lisant votre livre, on comprend mieux. Et en fait, un des rôles fondamentaux d'une ambassade, au-delà des services consulaires, évidemment, que tout le monde connaît, c'est, on peut dire, le renseignement. C'est l'ambassadeur et ses services font du renseignement. Je crois que l'idée de ce livre, c'est aussi ça, c'est de montrer ce qu'est réellement la diplomatie. Parce qu'au-delà des idées reçues, qui malheureusement parfois donnent une image de la diplomatie qui ne correspond pas à la réalité, ou en tout cas à une certaine réalité, là, ce qu'on voit dans ce livre, c'est effectivement le rôle que jouent les ambassadeurs et les ambassadrices sur le terrain, c'est-à-dire des observateurs. Effectivement, on peut aussi dire qu'on fait du renseignement quelque part. Et je crois que si on
prend la référence au journalisme, justement, là où on voit bien la différence, où avec des journalistes qui, chaque jour, doivent faire état de ce qui se passe sur le terrain. Ce sont des métiers qui se rapprochent, mais qui sont fondamentalement différents. C'est-à-dire qu'il faut entretenir un réseau. L'ambassadeur est là pour rajouter une vision peut-être parfois à plus long terme, avec des analyses plus longues sur ce qu'il a observé sur le terrain. Et c'est un témoin de son temps et un acteur de son temps en même temps. Donc il renseigne, il informe Paris en fait de ce qui se passe dans le pays où l'ambassade, où l'ambassadeur est en poste. Mais parfois ça va plus loin parce que dans certains cas on voit qu'il impulse pratiquement une politique. Oui. L'ambassadeur peut jouer vraiment un rôle. Bien entendu. Alors, il y a le cas de l'ambassadeur à Cuba qui voit ou qui sait par des personnes avec lesquelles il est en contact qu'il y a des armes qui arrivent dont on ne sait pas d'où elles viennent, etc. Qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout... Je vous interromps, c'était 62, c'est la crise des missiles, c'est-à-dire que les Russes installent, enfin les soviétiques à l'époque, installent des missiles à Cuba. Quand il en parle, on ne sait pas encore que c'est la crise des missiles. C'est ça qui est très intéressant. C'est que on comprend par ces télégrammes qu'il y a quelque chose qui se passe et il en informe Paris qui informe aussitôt Washington. Et à partir de là, les Américains vont relancer leur vol d'avion espion U-2 pour voir ce qui se passe au-dessus de Cuba et ils découvrent qu'il y a des rampes de lancement de missiles. Par conséquent, voilà le type même de l'information, l'ambassadeur en tant qu'informateur. Alors il y a un autre exemple que vous donnez par exemple en Turquie où l'ambassadeur de France, je pense à Ankara en 71, parle d'un réveil de l'islam en Turquie. Donc il était prémonitoire cet ambassadeur. Oui, et je crois que ce livre montre effectivement à travers ces exemples-là que les ambassadeurs peuvent avoir une vision à long terme et voir des sociétés évoluer. Je crois que le plus difficile dans le métier que nous faisons, c'est bien ça, c'est d'apprécier les évolutions des sociétés, parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le résultat d'une évolution d'il y a quelques mois. C'est une évolution bien souvent sur des années et des années. Et il y a des ambassadeurs qui ont effectivement cette vision de ce qui est en train de se passer. Mais je crois qu'on peut le dire avec le professeur, nous n'avons pas choisi que des documents où l'ambassadeur avait raison, où l'ambassadrice avait tout vu. On a aussi quelques exemples où bien on n'a pas vu arriver les choses. Vous pouvez nous en donner quelques-uns par exemple? Parce que c'est ce qui se passe dans la réalité. Vous pensez à quels exemples? Par exemple, il y a un document sur les essais nucléaires français. Il y a un certain nombre de papiers qui sont officiels et qui expliquent que les essais nucléaires français ont une innocuité totale, que c'est parfait pour l'environnement, les populations, etc. C'est les fameux essais nucléaires français dans le Pacifique. Exactement. Près de Mururoa, notamment. Et évidemment, ça n'est pas le cas, mais d'une certaine façon, ces documents portent une parole officielle destinée à de la propagande. Ce qui veut dire que parfois les diplomates peuvent, entre guillemets, mentir. D'une certaine manière. Les archives peuvent mentir. Et les documents officiels... C'est l'archive qui ment. Voilà. Et bien entendu, ceux qui portent la parole officielle donnent une vision de la propagande. Parce qu'à ce moment-là, il était absolument indispensable de faire savoir que la France avait raison de faire des essais parce qu'elle se heurtait à toute une série de protestations de la part des États du Pacifique, des États d'Amérique latine, etc. Hervé Magro, qu'est-ce qu'elles apportent aux historiens, ces archives, que l'historien ne sache déjà? Moi, je pense que ce livre est d'abord destiné au grand public. Et l'idée de faire un beau livre sur les archives du Quai d'Orsay, c'est d'abord de répondre, comme je le disais tout à l'heure, à une demande que nous avons senti monter de plus en plus ces derniers temps du grand public d'avoir accès à des événements récents. Je pense que pour les historiens, ça sera simplement, mais là le professeur Weiss peut le dire mieux que moi, ça sera simplement une confirmation d'un certain nombre d'éléments qui existaient déjà, parfois des archives qui n'étaient pas connues mais qui vont dans le sens de... Voilà, il n'y a pas de révélations majeures, mais des confirmations de ce qu'on savait. Mais par contre, pour le grand public, c'est un intérêt majeur parce que ça leur fait accéder à des archives qui sont aujourd'hui pas disponibles. Je crois qu'un des objectifs de la direction et du Quai d'Orsay, c'est aussi de faire découvrir à nos concitoyens le patrimoine exceptionnel qui existe au Quai d'Orsay et le fait qu'il faut venir consulter ces archives. Nous avons une salle ouverte au public et tout ne se trouve pas sur Internet. Et je crois qu'un des objets aussi de ce livre, c'est ça.
Ce qui est exceptionnel aussi, c'est qu'en fait, normalement, vous n'auriez pas pu faire ce livre jusqu'en 2001. En fait, il y a une date, disons, limite. Oui, 25 ans. 25 ans. Oui. Et donc, vous avez eu accès à des... On a eu l'autorisation de nos responsables des directions concernées, l'autorisation de publier certains documents qui normalement qui ne devraient pas être publiables aujourd'hui. Donc, j'allais vous demander s'il allait bientôt avoir un second tome, mais ce ne sera pas pour tout de suite, puisqu'il faudra attendre des dizaines d'années avant de pouvoir parler des années post-2001. Oui. Ouais. Alors, j'imagine que des secrets, des archives secrètes, il en reste encore pas mal. Tous les secrets ne sont pas révélés là, bien sûr. Non, bien entendu. Et vous savez, l'indication archives secrètes, c'est le mot de l'éditeur, bien sûr. Pour nous, que ce soit diplomate, directeur des archives diplomatiques ou historien, ce ne sont pas des archives secrètes, elles ne sont pas secrètes. Ce sont des archives. Voilà. Et d'ailleurs, le point important, c'est de bien comprendre que le secret, il est un secret de temps. À un moment donné, il y a un vers de Racine qui dit « Il n'est point de secret que le temps ne révèle ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le secret, ça se dévoile d'une façon à un point P. C'est quelque chose qui est un continuum. Ouais. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a certains de ces documents qui, il y a 30 ans, ne pouvaient pas être mis sur la place publique. On n'en était pas encore à la loi de 2008. C'était la loi de 79 qui portait le délai à 50 ans. La loi de 2008, c'est la loi qui indique que les délais sont de 25 ans. Voilà. Par conséquent, le secret, c'est quelque chose d'extraordinairement relatif et évidemment, pour les historiens, ça n'a pas grande importance, ça n'a pas grand intérêt. Ouais. On parlait du réseau diplomatique français, 3e réseau mondial. La France, elle doit préserver ce réseau diplomatique, malgré parfois on entend certaines critiques, dire que les ambassadeurs, ça ne sert peut-être pas à grand-chose, ou que le réseau coûte trop cher. Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre? Il faut préserver ce réseau à tout prix? Oui, je pense qu'il est très clair, et on le voit bien au travers de ces archives, qu'il y a une masse d'informations, une proximité avec les situations, une connaissance du terrain et des sociétés qui est irremplaçable, et qu'on ne pourra pas remplacer par autre chose. Un seul exemple qui me semble révélateur, c'est l'échange de correspondance diplomatique entre Washington, Tel Aviv et Jérusalem au moment de la signature des accords à Washington, des accords israélo-palestiniens. Les fameux accords de 93. Voilà, et où on voit toute la force de ce réseau, et qui d'ailleurs est assez admiré par certains de nos partenaires. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que l'ambassadeur à Washington explique comment se déroule la cérémonie sur place, et on voit déjà les prémices des problèmes qui vont surgir ensuite, y compris sur le rôle de l'Europe dans la négociation, etc., qui est reléguée au fond de la salle, alors qu'elle a joué un rôle majeur dans la préparation de ces accords. On voit à Tel Aviv un rapport sur ce qui se passe en Israël, et puis à Jérusalem, la joie des Palestiniens. Voilà. Il nous reste peu de temps, Maurice. Pourquoi la couverture avoir mis Nelson Mandela? C'est un choix de l'éditeur qui voulait mettre un président de la République, qui ne voulait pas mettre De Gaulle. Je vous révèle tout simplement parce que... On voit quand même Mitterrand. Mais précisément, on voulait mettre un président de la République, et parmi les portraits qui étaient intéressants, il y avait celui de François Mitterrand et celui de Mandela, et par conséquent, l'éditeur a choisi une personnalité particulièrement symbolique pour l'Afrique et pour le monde. Voilà. Merci beaucoup pour tous ceux qui s'intéressent à la diplomatie et à l'histoire contemporaine. Donc, dans les archives secrètes du Quai d'Orsay, l'engagement de la France dans le monde, c'est aux éditions L'Iconoclaste. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en parler sur le plateau de TV5 Monde.